restez fidèles au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945, célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la pêche. Pour marquer cette journée en cette période de recrudescence de l'immigration clandestine qui touche particulièrement les pêcheurs, les acteurs du secteur de la pêche du Sénégal ont déclaré journée noire et ont remis un mémorandum aux autorités. Et puis ce 21 novembre est également célébrée la Journée mondiale de la télévision. La télé, mass média, autrefois star, détrônée par les téléphones portables. Les Sénégalais sont-ils plus télé ou téléphone? La télé est-elle toujours ce qu'elle était? Des questions que nos reporters ont posées à quelques citoyens. Et après les violents affrontements qui les avaient opposés il y a quelques mois, pêcheurs de Kayar, Mboro et Guet-Ndar lèvent le drapeau blanc. La bataille rangée qui avait fait plusieurs blessés graves et de multiples arrestations a fini par se régler devant le maire de Kayar. Une entente a d'ailleurs été trouvée pour l'arrêt de l'utilisation du filet monofilament dans la zone interdite de Kayar à l'origine de leurs affrontements. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous fait découvrir ce mardi des femmes entrepreneurs. Elles sont sœurs entrepreneurs. Leur spécialité, le mbouraké. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, ce 21 novembre est célébrée la journée mondiale de la pêche. Et pour marquer cette journée en cette période de recrudescence de l'immigration clandestine, pas de festivités. Les acteurs de la pêche du Sénégal, regroupés autour de la coalition nationale pour une pêche durable, ont rédigé un mémorandum. Il a été présenté aux autorités du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Ndiaga Cissé, membre de cette coalition, s'en explique au micro de Babacar Seck. Pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle ont décidé de célébrer la journée mondiale dans l'unité et dans la cohésion et ont mis en place une coalition nationale pour une pêche durable, dont la vision est une pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l'horizon 2030. En tout saluant les efforts des autorités dans la gouvernance des pêches et l'appui au secteur, la coalition recommande la mise en œuvre des actions ci-près. Geler l'octroi de toute nouvelle licence de pêche industrielle sur les stocks pleinement exploités et surexploités. Réserver exclusivement l'exploitation et la commercialisation de la sardine et de l'edmolose, de la sardinelle et de l'edmolose aux acteurs nationaux pour le ravitaillement des marchés nationaux afin de renforcer la sécurité alimentaire nationale et la création d'emplois. Augmenter la représentation des professionnels de la pêche dans les organes de gestion, CPM, CCALP et autres. Mettre en œuvre les recommandations des concertations sur les usines de farine et d'huile de poisson, notamment la prise de l'arrêté de gel des autorisations d'implantation de toute nouvelle unité de farine et d'huile de poisson et l'audit des unités existantes. Professionnaliser le secteur de la pêche artisanale et généraliser les cadres de métiers, mareyeurs, femmes transformatrices, pêcheurs artisanaux. Et vous vous rappelez sûrement de ces violents affrontements qui avaient opposé il y a quelques mois à pêcheurs de Kayar, Mboro et Guet-Ndar, une bataille rangée qui avait fait plusieurs blessés graves et de multiples arrestations. Et bien cette semaine, les pêcheurs ont décidé de faire la paix. Une rencontre initiée par le maire de Kayar les a réunis et d'ailleurs une entente a été trouvée sur le sujet qui les avait opposé, l'utilisation interdite du filet monofilament dans la zone de Kayar. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall pour les détails. Les communautés de pêcheurs de Kayar et Guet-Ndar fument le calumet de la paix. Nous réunis aujourd'hui entre familles, parce que entre Kayar et Saint-Louis, c'est une même famille. Nous nous sommes regroupés aujourd'hui pour chercher des pistes et des mécanismes pour maintenir la paix à Kayar et à Saint-Louis, entre Kayar et Saint-Louis. Parce que c'est deux communautés, mais c'est une seule famille. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Kayar amna lo xamni manam plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, amna lo xamni ñom nong koy bañ. Des engagements qu'il faudrait respecter avec la mise en place d'un comité de suivi, selon Pierre Mboup. Situation yi ni mu démé ak ni mu déroulé ba fi ñuy egsi ni tay manul ñak mu am comité de suivi parce que jàmm li koy saxal mooy ñu topp ko
Cette rencontre de réconciliation entre les deux communautés de pêcheurs a été diligentée par le maire de Kayar. De parler avec nos parents qui sont ici à Kayar, les pêcheurs de Kayar, qui nous ont donné vraiment la liberté de faire les transactions ou bien de faire tout pour que vraiment on puisse se réunir entre communautés pour pouvoir discuter et faire revenir la paix. Mais nous cherchons encore une paix durable. Et je remercie au passage tous les pêcheurs de Kayar qui vraiment m'ont donné leur parole, qui m'ont donné tout et qui se sont mis derrière moi pour que je puisse vraiment démarcher cette rencontre-là et puis qu'on puisse réussir aussi cette rencontre ici à Kayar entre Saint-Louisien et Kayarois pour vraiment assainir les relations. Saint-Louis salue l'initiative de nos parents de Kayar et sur instruction du maire du CLPA pour venir rencontrer, donc, comme je l'ai dit tantôt, la partie de Kayar. Et ma foi, nous sommes en phase, d'après les premiers mots que nous avons entendus. Je crois qu'il y avait des malentendus. Et nous sommes en train de trouver des mécanismes pour dépasser ces questions-là. Dans la foulée de cette réunion, les acteurs de la pêche ont invité l'État au respect des engagements pour accompagner les victimes de la bataille rangée entre pêcheurs de Kayar, Guet-Ndar et Mboro. Mboro, justement, qui sera la prochaine étape de la médiation qui devra acter le retour à la normale entre professionnels de la pêche de cette partie du littoral. Et à Bambilor, pour préserver leur patrimoine foncier, les habitants ont mis en place un collectif. Il s'agit du collectif des voisins qui regroupe plusieurs villages. Son objectif, obliger l'État à respecter ses engagements sur les extensions dédiées aux populations. Suivant les précisions d'Abdoulaye Silla, un membre de ce collectif au micro de Babacar Seck. Dieu a fait qu'on applaudissait en 2006 la décision qui concernait le décret 103, qui disait que les villages qui sont sur le titre foncier 1975 seront maintenus avec une extension et une utilité. C'est l'argument qu'avait présenté le président de la République pour prendre le titre auprès du propriétaire qui est le général Bertin. Donc on applaudissait, mais on se trouve aujourd'hui très lésé de la part de l'État qui a pris cette même propriété pour le donner à des privés au détriment des populations locales. Il se trouve que depuis très longtemps, les gens avaient des exercices sur le terrain, notamment des cultivateurs, des éleveurs, et même des promoteurs qui anticipaient sur la nouvelle urbanisation. Ils sont tous lésés aujourd'hui de par le non-respect du contrat moral de l'État, du gouvernement, je dis bien, par rapport à ces populations. Parce que s'ils avaient respecté le motif du décret, on n'aurait pas arrivé à ce point. Et à Matam, l'Union régionale de syndicats uniques des travailleurs de la santé et de l'action sociale intensifie sa lutte pour dénoncer les affectations de ses membres. Le syndicat, des affectations qu'il qualifie d'arbitraires. Le syndicat a décidé de procéder à une rétention d'informations sanitaires, au boycott des programmes et supervisions du ministère de la Santé pour exiger que leurs camarades soient rétablis. Les détails avec notre correspondant sur place, Amadou Mardiallo. Les délibérés rendus jeudi passé ne changent en rien sur notre lutte, dixit Cheikh Bouyegnon. Les chargés de communication du syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale de Matam invite le ministre de tutelle à revoir l'article 29 du Code du travail. Nous pensons qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé doit se réveiller. Parce que la violation de l'article 29 du Code du travail concernant l'affectation arbitraire de notre camarade secrétaire général Amadou Lamine Sano et Youssouf Diop reste et demeure. Et nous ne laisserons jamais passer cette forfaiture. Parce que nous pensons que ce pays est un pays de droit et que le droit du travailleur doit être respecté. Et le ministère est invité à cela. La blouse blanche ne compte pas baisser la garde et envisage entamer d'autres plans d'action. Nous sommes dans une rétention d'informations sanitaires et sociales, mais aussi dans le boycott des supervisions au niveau de la région de Matam. Et je pense que tous les revues qui ont été faites dans ce pays depuis ont montré que vraiment cette région souffre. Et tout cela est dû à une seule et unique chose. Nous y revenons. Il s'agit des principes que nous avions invité l'administration de l'hôpital à respecter et qu'elle n'a pas voulu du tout le faire.
nous ne ménagerons aucun effort et nous nous battrons avec tous les moyens légaux dont nous disposons en tant que syndicalistes. Concernant la rétention des données sanitaires, l'Union régionale Sud-Sas reste ferme là-dessus et exige que ses camarades affectés soient remis à leurs fonctions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux faits. Au niveau de cette région, nous attendons à ce que le droit soit respecté. Parce que moi, je pense que quand on dit un état de droit, le droit de tout un chacun doit être respecté. Et en tant que travailleurs, nous pensons que nos droits doivent être respectés. Parce que M. Amadou Lamine Sano a été affecté arbitrairement. Et tout le monde sait ce qu'en dit le Code du travail. Nous ne demandons que le respect du Code du travail. Face à la presse, les membres du Sud-Sas s'ouvrent au dialogue pour que Matam retrouve son vrai visage pour la bonne marche de sa politique sanitaire. Et alors qu'il s'apprête à quitter le pouvoir, le président Macky Sall accorde un entretien à Jeune Afrique, un entretien dans lequel il revient sur ses frustrations, sa solitude de fin de pouvoir et sur les événements qui ont touché l'opposant Ousmane Sonko. La synthèse de cet entretien avec Baba Ndiaye. Après la réponse cinglante adressée au collectif des cadres casamançais, Macky Sall s'en prend cette fois-ci à l'opposition. Le chef de l'État ne digère pas encore les manifestations politiques du mois de mars et du mois de juin qui ont fait des dégâts humains et matériels. La faute, d'après le président de la République, à Ousmane Sonko. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président sortant ne porte pas de gants, je cite. De soi-disant militants dans son parti ont tué des femmes innocentes en lançant des cocktails Molotov contre un bus de transport public dont ils avaient bloqué la porte. Et on va manifester pour la libération de personnes qui ont commis ces atrocités. Fin de citation. Et Macky Sall d'ajouter, vraiment, je n'ai aucun regret. Tout ce qui a été fait l'a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Dans les colonnes de ce magazine, le chef de l'État reste ferme. Ceux qui veulent l'anarchie et le chaos me trouveront sur le chemin, a-t-il précisé. Macky Sall ne change pas de ton. Le Sénégal reste un pays de démocratie, mais il reconnaît quand même la solitude du pouvoir et les attaques portées par ses adversaires dans le champ politique. Et depuis hier 20 novembre jusqu'au 25, Dakar accueille la réunion des experts pour l'élaboration des spécifications techniques de la plateforme digitale pour le classement des établissements d'hébergement touristique de la CEDEAO. Une réunion technique qui vise à mettre en place un système informatique pour dématérialiser les procédures dans l'espace CEDEAO. Explication Abraham à Paul Pouy et Barasowa. La réunion de Dakar concrétise les décisions prises lors du sommet de Lomé en avril 2023. À Lomé, la communauté de la CEDEAO a adopté une nouvelle réglementation qui encadre l'ensemble des établissements touristiques d'hébergement. Pour la mise en œuvre, la CEDEAO opte pour le digital. Objectif, moderniser le secteur. Au-delà de la norme des critères réglementaires qui existent, nous voulons que le processus lui-même de classement devienne moins coûteux pour les États. Nous avons essayé d'optimiser tous ces coûts-là à travers une plateforme digitale accessible par tous, tout le temps, à tout moment. Ensuite, l'autre avantage, c'est d'avoir un espace de stockage pour ces données. Donc, on classe un établissement hôtelier pour 5 ans. Automatiquement, son renouvellement se met en place. Donc, ce sont des avancées majeures. L'autre aspect, la CEDEAO veut valoriser le savoir-faire local. Et cette nouvelle réglementation, nous visons aussi à valoriser les emplois spécifiques à l'industrie hôtelière. De sorte qu'aujourd'hui, mon jeune frère qui vient d'être diplômé d'une école hôtelière au Sénégal puisse prétendre à un salaire qui valorise sa profession, qui valorise son niveau d'éducation. Pour le Sénégal, cette réglementation s'ajoute au code du tourisme élaboré et au projet de digitalisation du secteur. Cette heureuse initiative de la CEDEAO intervient dans un contexte où le Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs, conçoit et met en œuvre d'importants projets relatifs notamment à la dématérialisation des procédures et à la finalisation du Code du tourisme. Le Sénégal développe, avec l'Agence sénégalaise numérique, CNUM, un projet de digitalisation de l'écosystème du tourisme. Avec cette réglementation, les établissements touristiques d'hébergement de la zone CEDEAO vont être classés selon les services pour la surveillance et le suivi, un organe régulateur mis en place.
Et selon le ministre du Tourisme, la saison touristique se passe bien pour le moment et sur un objectif de 3 millions de touristes. Le Sénégal en a enregistré plus d'1,2 million des touristes européens pour la plupart, selon Mame Mbaye Niang, que je propose d'écouter. Le tourisme au Sénégal se porte très bien, malgré que les séquelles de la pandémie demeurent. Bon, mais quand même, le gouvernement a beaucoup fait. Les hôtels sont pratiquement remplis. Et je pense qu'aussi, il y a des tours opérateurs de dimension mondiale qui sont en train de s'installer au Sénégal. On en a signé 2 ou 3. Avant mi-décembre, nous avons la volonté de démarrer le golfe de Saly, plus 5 hôtels, et la construction de 1024 chambres, de les démarrer à Saint-Louis. Cependant, aussi, avec le crédit hôtelier, nous sommes en train de soutenir les hôteliers sénégalais qui sont à l'intérieur pour qu'ils puissent créer des conditions d'hébergement acceptables à l'intérieur du pays. L'objectif, c'était d'avoisiner les 3 millions de touristes en 2023. Je pense que les conditions au niveau du transport aérien ont été créées par le gouvernement à travers AIBD et les autres aéroports, les autres aérodromes, je dirais, du Sénégal, avec la réfection de Saint-Louis, Cap Skirring, Ziguinchor et Tambacounda. Vous voyez que récemment même, à Kédougou, pour que le gouvernement s'y rende, on pouvait prendre la route, mais les pistes ont été réfectionnées. Donc sur le plan des infrastructures, on est aux normes et on est à niveau. Maintenant, je pense qu'il faut faire la différence des choses. D'autres personnes peuvent commettre cette erreur-là, mais moi, je n'ai pas le droit, tel que l'a dit madame. Moi, je fais nettement la différence entre le nombre de passagers à l'aéroport et le nombre de touristes. Il y a une vraie différence. Donc, actuellement, nous sommes en train de créer les conditions pour disséquer ces éléments-là. Mais je pense que on avoisine actuellement 1,2 million, 1,3 million, mais qui font rentrer 509 milliards dans l'économie. Et pendant ce temps, le Fonds souverain d'investissement stratégique a lancé la phase 2 du Fonds d'autonomisation économique exclusivement dédié aux femmes, le Women's Economic Empowerment Fund. Et selon le directeur général du Fonds Abdoulaye Diouf Sarr, les investissements réalisés dans la première phase ont permis la création ou le maintien de 309 emplois directs, dont 194 emplois féminins. Je vous propose de l'écouter. J'aimerais d'abord me féliciter du travail formidable qui a été effectué pour la première phase du FED 1 avec comme partenaire l'UNCDF, un partenariat extrêmement important qui a en tout cas prouvé qu'il était possible de faire des choses extrêmement importantes quand les partenaires sont convaincus. Dans le UFEN 1, Mme Seynabou Ndiaye, directrice des investissements, vient effectivement de vous faire le bilan. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans une phase de montée en puissance avec un partenaire important qui se trouve être la Banque africaine de développement qui a injecté 10 milliards pour nous permettre en tout cas de monter en puissance et toujours dans la même cible identifiée dans le cadre du FENA, à savoir donc la cible genre, la cible effectivement qui nous permet donc de renforcer l'autonomisation des femmes. Arriver effectivement à faire en sorte que le développement économique ne mette pas la femme en dehors effectivement des circuits de production. Et aujourd'hui, l'orientation stratégique est véritablement de renforcer effectivement donc le leadership et l'entrepreneuriat féminin pour véritablement faire en sorte que la femme soit intégrée non seulement dans les sphères de décision de manière générale, mais dans la production et particulièrement dans l'entreprise. Je suis donc tout à fait satisfait du déroulement du UFEN 1 et j'ai beaucoup d'espoir pour que le UFEN 2 se réalise dans les meilleures conditions. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui, mardi 21 novembre, est célébrée la journée mondiale de la télévision. La télé, médium populaire, autrefois star, est maintenant détrônée par les téléphones portables qui permettent également de s'informer et de se divertir. Mais alors, les Sénégalais sont-ils les plus télé ou téléphone portable? Eh bien, s'il y en a qui préfèrent tout suivre avec leur téléphone, d'autres n'arrivent toujours pas à se passer de la télévision, même si, selon ces derniers, elle n'est plus ce qu'elle était. C'est un reportage signé Mame Seynabou Babou.
Assis tout seul, il prend l'air. Ce jeune suit la télévision, mais choisit bien les programmes qu'il regarde. Je regarde de temps en temps la télé. La majeure partie, c'est pour suivre des éditions, des documentaires et des matchs de football. Elle est une adepte de ce médium. Chez la vendeuse de petits déjeuners, même si les gens choisissent leur téléphone pour s'informer, elle fait plus confiance à la télévision pour avoir les bonnes informations. J'ai mon téléphone, mais je préfère regarder la télévision pour suivre l'actualité, car via les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news. Parfois, je suis devant l'écran jusqu'à 5 heures du matin. Il n'a pas de temps. S'il a acheté une télévision, c'est pour sa famille. J'ai une télévision à la maison. Toutefois, c'est pour ma femme et mes enfants. Je n'ai pas le temps et mon travail ne me permet pas de suivre la télévision. Ce sexagénaire pense que la télévision n'est plus instructive comme auparavant. Conséquence, il s'en passe. Les télévisions d'aujourd'hui ne font que la promotion de leurs patrons et aussi des hommes politiques, alors qu'auparavant, elles éduquaient. La télévision perd de plus en plus ses téléspectateurs. Beaucoup n'ont plus le temps de regarder car les téléphones portables ont pris sa place. En sport, c'est la période de trêve internationale pour les joueurs de foot. Pas de match en club donc, mais en équipe nationale, un constat est fait. Beaucoup de joueurs sont obligés de quitter leur sélection à cause de blessures. C'est le cas par exemple de Vinicius avec le Brésil, Gavi avec l'Espagne ou encore Marcus Rashford avec l'Angleterre. Comment peut-on le comprendre? Eh bien, la fatigue et la surcharge sont souvent des facteurs de risque selon le professeur Charles Kimpe, médecin-chef du centre hospitalier de l'Ordre de Malte. Seikou Seydi et Serine Saludem l'ont rencontré. Les footballeurs ont eu raison de plaider pour la réduction du nombre de matchs. Le professeur Charles Kempe, médecin-chef du centre hospitalier de l'Ordre de Malte de Dakar, nous révèle que l'augmentation de la charge de travail constitue un problème critique pour la santé du sportif. La fatigue, le manque de récupération, le mauvais état des terrains, le manque d'entraînement, parce qu'en fait, on dit que tout est question de mental. Le corps suit le mental, c'est vrai, mais le corps suit le mental s'il a été préparé, justement. Si le muscle, en tout cas, ou le corps n'a pas été préparé à fournir certains efforts. Mais la fatigue n'a rien à voir avec la rupture du ligament croisé, blessure devenue fréquente chez les sportifs de haut niveau. Le ligament croisé ne se rompt pas parce qu'on a en fait parce qu'il y a eu des microtraumatismes. Non, le ligament croisé, quand il se rompt, c'est comme quand un patient fait une fracture. Si tu tombes du 5e étage, tu te fais une fracture. En n'en pas douter. Pareil pour le ligament croisé. Si tu fais un traumatisme violent, tu peux faire un ligament croisé. Donc c'est pas en fait un traumatisme ou une lésion liée à une fatigue. Pour éviter de telles blessures qui pourraient saloper leur carrière, le professeur Charles Kempe conseille ceci aux sportifs. Que les sportifs soient bien entourés, bien encadrés et également qu'il est important qu'il y ait pour eux en tout cas un bon suivi, un bon programme de récupération, mais également un beau programme d'entraînement simplement qui permet justement la prévention. Selon un rapport de la FIFPro, Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, publié en 2021, le nombre de matchs consécutifs dans le football professionnel masculin d'élite a augmenté, passant de 70 à 80% de leur temps de jeu à un rythme de 2 matchs par semaine.
Et puis ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal a rencontré Yacine Sagna et ses sœurs. Elles ont lancé leur entreprise dénommée Sœur Business avec un fonds de commerce de 4 500 francs. Leur spécialité, la transformation du pain sec et avec la pâte d'arachide et du sucre. Elles en font un délicieux mbouraké. Aïssatou Kane est allée à leur rencontre. À partir de ces pains séchés au soleil, Yacine Sagna et ses sœurs façonnent avec habileté une délicieuse recette de grand-mère connue sous le nom de mbouraké. La chapelure de pain, finement tamisée, fusionne harmonieusement avec la pâte d'arachide. La mixture est soigneusement secouée dans le pilon où le sucre a préalablement pris place. Pendant que les deux sœurs s'attellent vigoureusement à la tâche de pilage du mbouraké, Diatou se charge des livraisons qui s'étendent aux 4 coins de la région et même en Europe. Ces 4 sœurs, réunies sous le nom de Sœur Business, ont uni leurs forces avec pour ambition de prendre leur destin en main, démarrant leur entreprise avec un modeste fonds de commerce de 4 500 francs. On a commencé en mois de mars, mais l'entreprise a commencé à se faire connaître en mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai commencé avec ma petite sœur. C'est elle qui a eu l'idée de vendre le mbouraké. Quand on a commencé, une copine a suggéré à ma petite sœur de faire du mbouraké parce qu'elle le fait très bien. Donc j'ai décidé de la financer avec 3 000 francs et de lui dire de rajouter ces 1 500 pour qu'elle puisse prendre l'entreprise au sérieux. Au début, on mettait ça dans les pots. Mais pour la livraison, les pots se cassaient en cours de route. Donc on mettait ça dans les sachets pour vendre avant d'avoir ces paquets qu'on utilise aujourd'hui. Ce travail laborieux requiert une énergie inlassable et une gestion minutieuse du temps. Chaque jour, les sœurs s'adonnent à la production du mbouraké. On fait la production à la main, on n'a pas de machine, d'outils pour le faire, donc on le fait à la main. On s'organise de telle sorte que 2 personnes vont faire la production, les autres vont être sur la livraison pour répondre aux messages et les appels. Après, on va faire la relève, on va changer d'équipe. Pour le mil, on le fait 1 fois par semaine. Donc, on prépare une grande quantité pour les jours à venir. Après les 3 jours, on doit chercher le mil et les autres jours, on le prépare. Et en attendant aussi, on prépare le mbouraké qu'on fait avec du pain, en attendant que le mil sèche. Malgré les engagements d'étudiante, Yacine trouve le temps de vendre des bijoux pendant ses heures libres, un équilibre précaire qui n'entrave pas leur succès car elles parviennent à écouler jusqu'à 100 kg de mbouraké par jour. On peut vendre, ça dépend, 50 kg par jour, ça dépend des commandes. Parce qu'on va aux particuliers et aux revendeurs aussi. On s'en sort très bien, alhamdoulilah, mais on peut mieux faire si on avait des outils, les machines qui pouvaient nous aider dans la production. Leur aspiration ultime, s'offrir les outils nécessaires pour alléger leur charge de travail et augmenter leur production. C'est très difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Les difficultés sont manque de moyens, manque d'outils dans la production du mbouraké. C'est essentiellement le problème qu'on rencontre, manque d'outils. On espère avoir un local, un dépôt où on peut produire une quantité plus importante et embaucher plus de jeunes aussi, surtout des femmes. Le mbouraké, symbole savoureux de leur persévérance, se profile comme le fil conducteur d'une aventure entrepreneuriale où chaque grain pilé raconte l'histoire tissée par ses 4 sœurs audacieuses.
Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes. Des nouvelles excitantes à partager. À partir du 4 décembre, vos éditions du soir changent d'horaire. Retrouvez Le Marach, votre journal en